Alors on sait qu'il y a eu aussi des faux, même à un moment donné OpenSea l'a dit, hein, oui il y a des faux, et alors tout dépend de sur quelle plateforme, par qui c'est acheté. Les gens qui connaissent un petit peu en regardant ces historiques en général savent à peu près du fait de la traçabilité. Et tu connais cette phrase en sécurité que tu as entendue 1000 fois, souvent la faille de sécurité se situe entre la chaise et l'ordinateur, c'est souvent l'humain, c'est-à-dire que souvent ce sont nos erreurs qui font qu'on se fait pirater. Il n'empêche que sur ces cryptoactifs ou ces NFT et autres, entre autres assets, souvent la faille, c'est souvent le wallet. C'est souvent ça qui est piraté. Ce n'est pas les bitcoins, ce n'est pas les NFT, mais c'est le wallet qui permet d'y accéder. Et quand il est piraté, en général, on les perd ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, il y a des coups comme ça, ou disons des enquêtes qui ont été faites avec des reportages, notamment des documentaires sur Netflix que tu as certainement vu, où on cherche le wallet, on ne sait pas, soft, hard, on va en parler du hard. Je vais en citer deux. Le MetaMask, parce que c'est clairement le wallet des collectionneurs de crypto. Temple, parce que si on change de blockchain, il faut changer de wallet. C'est vrai qu'il y a cette petite faillibilité. J'imagine aussi, toi, que tu en as sans doute plusieurs. Et il y a les fameux hardware wallets. Alors, un des premiers, une pépite française de la tech, c'est Ledger, où justement tu as travaillé et où au début ça ressemblait à une clé USB. Aujourd'hui, il y a des écrans dessus. Ça, tu peux nous en parler un peu parce que tu y as participé quelques années. Hein. Oui, j'ai eu la chance d'y participer quelques années. C'est vrai que c'est en fait la différence qu'il y a entre un software wallet, ce qu'on appelle donc un logiciel de sécurité pour les portefeuilles électroniques. Ça montre que le français et l'anglais c'est toujours un peu compliqué, et le hardware wallet qui est effectivement un portefeuille physique. La différence qu'il y a, c'est que dans le portefeuille physique, la sécurité, elle est au sein de l'instrument physique, du coffre-fort. C'est un coffre-fort numérique qui garde en fait les passwords, qui garde les mots de passe, qui garde la sécurité, et ça protège des attaques externes, puisque la seule façon en fait qu'on extrait un actif que vous avez dans votre portefeuille, c'est de vous demander de vous envoyer un ordre quand vous êtes avec votre wallet et de valider l'ordre, mais comme vous savez que ce n'est pas vous qui avez demandé, vous ne validez pas la transaction. C'est comme si vous aviez aujourd'hui sur votre téléphone, quand vous allez passer à la caisse, quand vous payez, je sais pas, une baguette, si on vous demande de payer 1,50 € avec votre carte bleue, bon, ça va, ça correspond à ce que vous allez payer pour votre baguette. Mais par contre, si ça s'affiche que vous allez payer 1 500 €, vous n'allez certainement pas taper votre code. Et ben, c'est la même chose avec le hardware wallet. Ça permet de prévenir ce genre de choses, et ça permet surtout, comme c'est du hardware, de ne pas être tout le temps connecté, et donc vous n'êtes pas tout le temps en risque. Tandis que malheureusement, les portefeuilles, les wallets software sont en permanence en risque, parce qu'il suffit que quelque chose, ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur un site que vous avez fréquenté, vous êtes tout le temps en fait en risque. C'est comme si je posais mon portefeuille ici, que je tournais la tête, rien n'empêche quelqu'un de venir, de le prendre, alors que le hardware, il est dans un coffre et il est protégé. Et à ce propos, moi j'ai une des premières, un des premiers ledgers, ils sont encore compatibles aujourd'hui. Hein. Alors, alors, ça dépend de quel premier on parle, si c'est le Nano S ou le Nano S. Le Nano S, je crois qu'ils ont annoncé récemment qu'ils allaient arrêter de mettre à jour le système qui est dedans, ce qu'on appelle le système d'exploitation, l'operating system en anglais, mais néanmoins il fonctionne encore toujours et il fonctionnera toujours. Mais de toute façon, ce qui compte quand on a un hardware wallet, et ça j'insiste dessus, c'est qu'en fait, bon, le hardware wallet c'est un système comme un ordinateur, comme un téléphone. Ce qui est important, c'est surtout de bien protéger les mots de passe, les fameux 24 mots, qui sont générés à l'origine. On appelle la phrase mnémonique. Voilà, la phrase mnémonique, la seed phrase, avec ces 24 mots qu'on va bien noter bien précieusement. Ça, c'est important de bien la garder, parce que c'est ça qui vous permettra, quelle que soit l'évolution technologique d'hardware wallet, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, de pouvoir réutiliser et de toujours avoir accès à vos actifs, parce que c'est comme votre super code bancaire. C'est à la fois votre IBAN et votre mot de passe pour vous connecter à votre compte bancaire sur la blockchain. Et si on perd sa hardware wallet, son ledger, là, on peut se retourner vers Ledger et peut-être retrouver des choses qu'on a… Tout à fait. On est que ce soit c'est Ledger, bien sûr, mais comme sa banque. C'est comme une banque, et c'est pour ça que c'est très important de bien garder les 24 mots et de bien les stocker, de bien les protéger, de bien les mettre dans un endroit où vous êtes sûr de les retrouver. Moi,
m'a toujours d'ailleurs fait un petit peu sourire qu'à un moment donné, on parlait beaucoup de zéro papier, de dématérialisation extrême, de virtualisation, etc. Et tout à coup, avec les NFT, on a vu arriver des petits kits avec une plaque en titane et des caractères mobiles inventés par Gutenberg à la Renaissance pour frapper sa phrase. Je ne sais pas si beaucoup l'ont fait. Il y a quelques personnes qui le font, il y a des choses un petit peu plus faciles à faire, et là je crois savoir que Ledger, que j'ai quitté il y a quelques années maintenant, a fait un système qui est quand même un peu plus intuitif avec un système de NFC, donc Near Field Communication System, qui permet effectivement de pouvoir plus rapidement retrouver sa passphrase et tout en la protégeant. Donc ça, il y a quand même la technologie avance aussi. Ok. Alors, je voudrais qu'on revienne sur 2021. On parle beaucoup du fear of missing out. Il y a une espèce de folie de l'achat, de la collection, y compris il y a celles et ceux qui étaient au tout début des CryptoPunks. À un moment donné, ils s'étaient pris par la folie d'en acheter, ce qui a d'ailleurs relativement changé leur vie. C'est ce qu'on appelle le bull run. Là, c'est vrai qu'il y a... C'est 2021-2022, hein, même essentiellement 21, on va dire. Oui, le bull market il démarre avec le Big Bang, donc mars 2021 avec Beeple, et le top du marché, c'est fin mars 2022 à peu près, donc ça dure à peu près un an. Là, il y a un an de folie. Et là, c'est la folie furieuse, ouais. Total. Mais justement, après... Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais l'évoquer. Je l'ai retrouvé récemment sur la théorie du great fool, du plus grand fou. Je crois que c'est Bill Gates qui parfois est un peu méfiant sur l'IA, des fois il revient en arrière, peu importe, hein, il fait ce qu'il veut, il a les moyens. Lui a parlé pour qualifier des NFT de justement cette théorie du plus grand fou, en même temps qu'il renvoie à un truc que tu connais très bien qui est la fameuse pyramide de Ponzi. On peut acheter très cher à condition de pouvoir, si on le fait pour des questions d'investissement, revendre à quelqu'un qui rachète plus cher. Oui, tout à fait. Alors, je pense que je connais effectivement la théorie et il y a probablement applicable dans pas mal de choses. Je pense que le marché NFT, c'est un mélange entre plein de choses. Sur le plan technologique, on en a parlé, c'était une innovation avec le RC721, c'était une vraie innovation qui garantissait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un actif numérique, quel qu'il soit parfaitement non fongible. Ça a l'air complètement absurde, mais c'est beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que quand, admettons, toi, tu es le plus grand artiste digital de la Terre et tu fais les plus belles choses à la palette graphique. Tu travailles pour Apple, tu travailles pour, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, et tu mets tout ce que tu le fais à la palette graphique. Donc ça veut dire que ton œuvre finie, c'est une œuvre numérique, c'est un fichier PNG normalement qui va avoir, voilà. Et cette œuvre-là, en fait, elle a une valeur culturelle très importante, mais elle a une valeur économique de zéro. Pourquoi ? Parce que c'est un fichier numérique que tu vas pouvoir envoyer, copier à l'infini. Parce qu'elle n'est pas rare. Elle n'est pas rare et tu ne peux pas garantir ni la rareté, ni la provenance. Par contre, avec les NFT, tout d'un coup, cette œuvre, quand tu vas l'avoir faite à la palette graphique, toi, en tant qu'artiste et créateur, tu vas décider de la minter sur une blockchain, que ce soit Tezos ou Ethereum ou celle que tu veux, et tu vas lui donner une provenance, puisque tu vas la minter avec ton wallet, donc on va savoir que c'est ton wallet, parce qu'on va savoir que c'est ton wallet, c'est ton adresse officielle, hein, c'est comme ton adresse postale ou ton email, et tu vas lui donner une rareté, tu vas dire, ok, j'en fais 1, j'en fais 10, j'en fais 100, j'en fais 1000. Et ça, dans l'histoire de l'humanité et l'histoire informatique, c'est jamais vu. Et donc je sais que, typiquement, puisque tu parlais de Bill Gates il y a quelques instants, je sais qu'il avait dit, parmi les choses très négatives qu'il avait dit sur les NFT, il avait dit aussi des choses très intéressantes sur la blockchain, il avait dit qu'il était très jaloux de, justement, la capacité de la blockchain à avoir créé ces choses-là, cette capacité à créer de la valeur, parce que lui, c'est un informaticien. Donc lui, il a toute sa vie travaillé avec des 0 et des 1, et pour la première fois, ces 0 et ces 1 donnent une rareté, une provenance. Et donc ça a énormément de valeur. Même si ce n'est pas le meilleur des informaticiens pour MS-DOS chez les clients, les développeurs Microsoft. Mais en tout cas, c'est un empire. D'ailleurs, lui a valu aussi quelques soucis.